En tout cas, la chanson patriotique, au Tchélibiso, nous sommes bien, et c'est ici, comment nous sommes Namasté. Alors, j'ai déjà annoncé depuis les débuts où nous allons recevoir un monsieur de l'ancien Cani qui est cadre à l'UDPS. Il est de la Fédération d'Arou en Ituri. Alors, on le reçoit. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis très content de me retrouver encore sur ce plateau pour la... Le micro. Oui, pour la énième fois, quoi. Pour la énième fois, je suis ici, ce n'est pas la première fois. Oui. Je suis très content de revenir encore vers vous. Très bien, nous allons vous recevoir ensemble avec Olivier Monakouba, qui est justement en face de vous. Alors, je vais même à la thématique, s'il te plaît. La thématique, que dire sur le changement de la Constitution? Et également, on parlera également de l'actualité du point de presse du président qui s'est tenu hier. Alors, déjà pour commencer, la première question, par rapport à tout ce qui s'est dit autour du changement de la Constitution, qu'est-ce que l'UDPS reproche réellement à cette Constitution? Bon, cette question, je considère comme une question déjà vidée. Franchement, parce que ce qu'on reproche à la Constitution, l'UDPS, comme tous ceux qui, d'ailleurs, partagent les mêmes points de vue, garde une position qui n'a pas changé depuis pratiquement 2005. Depuis 2005, lorsque cette Constitution, le projet de cette Constitution était élaboré, la position de l'UDPS était claire. L'UDPS était en train de reprocher l'extranéité, c'est-à-dire le caractère étranger de cette Constitution. Et ce n'est pas anodin qu'on parle de l'extranéité de la Constitution, le caractère étranger, même si on ne veut pas rentrer tout là-dedans parce que je considère que ces débats dépassés, mais ce que je peux effleurer à ce point, c'est qu'il suffit de considérer par exemple la configuration de ceux qui ont élaboré cette Constitution. Vous avez l'Assemblée constituante qui était composée des Sénats. Quel Sénat? Sénat non élu, issu de l'accord global exclusif de Sun City. Vous avez des experts qui accompagnaient l'Assemblée constituante, des experts qui étaient composés en majorité des experts étrangers par rapport aux experts congolais. Le nombre était déséquilibré. Et ce travail d'élaboration de la Constitution était supervisé, était placé par les constitutions de la transition sous la supervision du CIAT. CIAT, c'est-à-dire Comité international pour l'accompagnement de la transition, qui était piloté par Swing, l'Américain. Et le CIAT composait tous les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, plus d'autres pays. Et il ne faut pas oublier que nous sommes dans un contexte où l'Occident, les États-Unis à la tête, l'Union européenne, tous travaillaient en faveur du Rwanda. C'est dans ce contexte-là que voilà, et représentez-vous juste ça. Si vous voulez, un jour, on pourra rentrer là-dedans pour voir exactement comment ces choses sont déroulées, comment concrètement le travail a été fait. Rien qu'à ce niveau-là, vous aurez une idée, vous aurez même à rejeter cette constitution. Ouais, ça. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on reproche à cette constitution? Je dis, c'est une question déjà vidée et ce serait des redites. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a vraiment de bonnes raisons de dire que cette constitution, à ce moment ici, n'est pas indiquée pour l'avenir de notre pays. Très bien, je vais laisser à Olivier Monakouba de poser 2 ou 3 questions. Merci beaucoup, Joseph. C'est vraiment une question d'actualité. Cette question de changement de la Constitution. Alors moi, je pense que l'UDPS tient cette position après avoir défendu l'ancien régime à tenir cette même position pendant qu'il a voulu réviser la Constitution, je crois, en 2011 ou 2018, quelque chose. Et l'UDPS reprochait à ce régime cette tentative. Mais aujourd'hui, on se rend compte que l'UDPS veut changer la Constitution. Alors, on se dit... cette constitution que vous voulez changer, qui concerne la République démocratique du Congo, eh bien, on se pose la question sur l'opportunité. Est-ce que le moment est bien choisi pour procéder à cette mesure? Il faut commencer peut-être par rappeler que j'étais ici
Et la même question était revenue pour dire pourquoi, à un moment, l'UDPS ne voulait pas que le régime Kabila change la Constitution et qu'aujourd'hui, il veut changer la Constitution. Je vous avais donné la réponse. Que l'UDPS s'est opposé à cette Constitution depuis 2005. Et quand l'UDPS disait que cette Constitution n'était pas bonne, là-dedans, il y a ce qu'on appelle des fausses pistes. C'est-à-dire des options qui sont levées, mais qui ne racontent pas la réalité. Des réformes qui n'aboutissent pas, ainsi de suite. Et ceux qui étaient au pouvoir disaient non, c'est une bonne constitution. C'est pour cette raison que quand l'UDPS, quand le régime passé voulait modifier l'UDPS, la position de l'UDPS c'était de dire, écoutez, vous n'allez pas changer cette constitution que vous avez soutenue. Pendant que nous avons dit que c'est mauvais, vous avez dit que c'est bien, assumez-vous. C'était une façon de les mettre devant les défis. Mais dans l'entretemps, cette constitution était modifiée. Je vous ai dit la fois passée que moi, je soutiens le changement de la constitution. Je soutiens la 4e République, l'avènement de la 4e République depuis 2011-2012. Lorsque cette constitution était modifiée, j'étais moi-même à l'Assemblée nationale. Nous nous étions opposés. Pourquoi? Parce que la modification de 2011 avait touché aux prérogatives, avait touché aux matières qui ne devaient pas être modifiées. Les matières verrouillées dans l'article 220. Aujourd'hui, l'article 220 n'est pas verrouillé comme on le prétend. Il fallait faire la bonne lecture de l'article 220 de cette Constitution aujourd'hui. Il faut y ajouter la brèche qui était créée par le législateur de ce mandat de 2011, où il a trouvé une raison pour rentrer dans l'article 220 afin d'y toucher ce qu'il ne fallait pas toucher, notamment le pouvoir judiciaire. L'article 149 de la Constitution a été modifié. La Constitution avait initialement prévu que le pouvoir judiciaire est dévolu aux cours et tribunaux et au parquet. Mais ils ont modifié. La modification a consisté à retracer les parquets de la liste des pouvoirs judiciaires. Si bien qu'aujourd'hui, quand on parle de pouvoir judiciaire, c'est peut-être ce que beaucoup ne savent pas, le parquet ne fait pas partie du pouvoir judiciaire. Ça, c'est une modification qui est contraire à l'esprit du constitution originel. Vous voyez ça? À cela, il faut ajouter les prérogatives des provinces. Les prérogatives des provinces sont, n'est-ce pas, cet avantage qui était attribué par les constitutions provinces, et dans le cadre de cet équilibre entre les fédéralistes et les unitaristes, afin de garantir l'autonomie des provinces. Il était prévu dans l'article 220 que les prérogatives des provinces ne soient pas touchées. Or, lorsqu'on a modifié la Constitution en 2011, il y a eu, je crois, 8 articles qui étaient modifiés. Parmi les articles qui étaient modifiés, il y a, je vous ai cité l'article 149 qui touche au pouvoir judiciaire, mais il y a aussi des articles qui ont réduit les prérogatives des provinces, notamment l'article 197 qui concerne les assemblées provinciales, l'article 198 qui concerne le gouverneur de province. Ces articles ont été modifiés dans le sens de donner au président de la République les prérogatives qu'il ne devait pas avoir. Prérogatives de pouvoir dissoudre directement une assemblée provinciale. Ce n'était pas prévu. Les prérogatives de relever directement le gouverneur de province. Ce n'était pas prévu. Tout ça s'est introduit en 2011. Comme si ça ne suffit pas, même les 40% de provinces, les 40% dans la part des recettes nationales qui étaient censées, qu'on devait retenir à la source à faveur des provinces. Vous savez que c'est en 2011 qu'il y a eu blocage sur cet avantage des provinces. Le blocage n'a pas consisté à la modification, mais à la violation pure et simple. Nous sommes là à l'article 175 de la Constitution alinéa 2 qui parle des 40% qu'il faut retenir à la source. Comment ça a été violé? C'est violé par la loi relative aux finances publiques élaborée en 2011. Et cette loi, quand vous prenez les articles 218, 219, 220 et 221, vous trouverez qu'à l'article 218, bien sûr, on a théoriquement affirmé le principe des 40% retenir la source. Mais quand vous lisez la suite de ces articles jusqu'à l'article 221 de la loi relative aux finances publiques, vous trouverez qu'il y a des conditionnalités qui étaient
prévu tel que, au finish, ni les principes de retenir la ressource, ni les 40% ne sont respectés. Au lieu de retenir la ressource, on est pratiquement à la rétrocession. Parce que ce n'est plus au niveau des provinces que ces montants sont retenus, mais ça vient d'abord ici, à Kinshasa. Ce n'est plus la retenir la ressource, c'est la rétrocession. De deux, il y a les 40%. Ce n'est plus les 40%, c'est désormais un montant forfaitaire qui dépend de l'arbitrage du ministre des Finances. Donc, ce principe c'est à 2011. Donc, c'est pour cette raison que pour moi, personnellement, depuis 2011, moi, je me disais, cette constitution a déjà été altérée. La constitution n'est plus cette constitution rigide, originelle. C'est une constitution qui était détruite, qui n'a plus de force. C'est pour cette raison que la question pourquoi changer la constitution, pour moi, c'est une question dépassée. Très bien, on va revenir à vous, M. Olivier Mwanakouba. Mais pourquoi attendre au deuxième mandat pour parler du changement de la Constitution? Très bien. Vous dites c'est très bien. Oui. Vous avez eu le premier mandat quand même. Mais pourquoi seulement au deuxième mandat et peut-être vers la fin que vous abordez ce sujet? Oui, je vous ai dit que personnellement, ma position date de 2012. Très bien. Maintenant, vous savez, il y a une réalité qu'il ne faut pas oublier. Je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus. Nous sommes une nation qui a ses réalités, qui a ses terrains. Vous comprenez? Le terrain de notre pays aujourd'hui, je dirais le plus grand défi que la RDC doit relever, qui fait qu'aujourd'hui, notre pays traverse ce que j'appelle un moment charnière entre la chute ou la dislocation de notre pays ou alors son relèvement. Voyez ça. C'est là où nous sommes maintenant. C'est là où nous sommes. Vous savez que depuis plus de 30 ans, depuis le départ de Mobutu, notre pays s'est retrouvé sous les pieds du Rwanda. Quand on parle du Rwanda, ça c'est le fer de lance. Mais il y a Rwanda et Kosovo. Je vous ai parlé des États-Unis d'Amérique, qui à l'époque soutient les Rwandais. L'Occident, tout ça. Vous avez suivi le discours de Sarkozy à un moment ici, qui allait dans le sens de défendre les intérêts rwandais ici chez nous. Ainsi de suite, c'est tout l'Occident qui était contre nous. Voyez ça. Et c'est dans ce contexte-là que cette constitution a été modifiée, a été élaborée. Aujourd'hui, nous sommes à un moment où le pays est en train de se relever. Chaque fois que je viens ici, je commence par dire la RDC se relève. Le pays est en train de se relever. Il y en a qui refusent de voir ça. Mais la réalité est telle que le processus de libération, d'affranchissement de notre pays, de la prise de ce qu'il avait opprimé, ce processus est très avancé. Vous comprenez? C'est très avancé. Depuis le départ de Mobutu, personne n'avait osé affronter en face cette réalité. On a eu à développer une peur noire du Rwanda. Tout était fait dans le sens de mettre les Rwandais au-dessus de nous sur tous les plans. Que ce soit au niveau militaire, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau diplomatique, que ce soit au niveau de la gestion de nos ressources minières, tout était à faveur du Rwanda. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de sortir de cet emprisonnement. On est en train de sortir de là. L'intérêt de la nation aujourd'hui, c'est que ce processus ne soit pas arrêté. C'est ça la vérité. L'intérêt, c'est que ce processus ne soit pas arrêté. Okay, vous dites que... Soit on est dans une logique de formalisme théorique pour défendre des principes démocratiques qui soient déphasage avec nos réalités, ou on est dans le réalisme politique aligné par rapport aux intérêts de la nation. L'un ou l'autre. Ok, en ayant cette position, êtes-vous conscient qu'en changeant la Constitution, cela permettrait au chef de l'État de se représenter à nouveau lors des prochaines élections? Est-ce que vous êtes conscient de cela? Écoutez, je vais te le dire ici. Ça dépend de ce qu'on défend. On défend des théories démocratiques juste dans le but des formalismes, où on défend l'intérêt de la nation en s'appuyant dans une approche de réalisme politique. Ça dépend. Je dis, vous savez,
quand on parle de quelqu'un qui gère le pays, c'est plus qu'un individu. Vous comprenez ça? Quelqu'un qui gère le pays, c'était porteur de vision. Il ne faut pas oublier ça. C'était porteur de vision. Par moment, dans des pays, à des moments de crise, il y a souvent des personnalités qui émergent. La sagesse voudrait que de personnalités comme ça, on leur donne le temps de faire ce que Dieu a mis dans leur cœur à faire. Je vous donne un cas simple. Je vous ai dit que depuis la chute de Mobutu, notre pays était mis sous les pieds des Rwandais. Comment cela s'est passé? D'abord, Laurent Désiré Kabila est venu, il a infligé la plus grande trahison à notre pays lorsque, sur conseil de l'Ouganda et du Rwanda, il a écarté tout ce qui restait de l'armée. Tous les officiers que Mobutu avait laissés étaient envoyés au mouroir à Kitona. Et le pays était laissé entre les mains des officiers ougandais et rwandais au point que James Kabarebe était nommé par Laurent Désiré Kabila, sachant que c'était rwandais. Il a nommé chef d'état-major général. Mais quand il s'est ressaisi, c'était tard. Parce qu'il avait déjà planté lui-même les décors de son effondrement. C'est comme ça qu'il était abattu. Après ça, c'est lui qui est venu. Il a tout fait pour que finalement, l'esclavage de notre pays soit consolidé. À tel point que durant 18 ans, il suffisait que Paul Kagame touche dans sa chambre à Kigali pour que toute la RDC tremble. Tout le monde savait que l'armée RD congolaise ne peut pas tenir devant l'armée rwandaise. Pourquoi? Parce qu'il y avait au sommet de l'État quelqu'un qui portait cette vision-là. C'était plus qu'un individu. C'était porteur d'une vision qui consistait à écraser la RDC, à mettre la RDC sous la domination totale du Rwanda. Alors, aujourd'hui, nous avons au sommet de l'État quelqu'un qui vient avec une vision contraire. La vision qui consiste à sortir la RDC de cette position. Parce qu'il faut dire que la RDC ne se relèvera jamais tant qu'il sera dominé, tant qu'il sera écrasé, esclave des pays voisins. Donc, c'est dans le terrain de la RDC que notre pays, c'est dans l'intérêt de la nation que notre pays se relève. Et pour ça, ce qui est important, il n'est pas question d'interrompre ça. Pour moi, si cela nécessite que Félix passe au 3e mandat, ça vaut la peine. Parce que à quoi sert de respecter un principe théorique et vendre les pays, céder les pays, par rapport à violer un principe et sauver les pays? Merci. On veut quoi? Tous ceux qui sont en train de travailler aujourd'hui dans le sens de départ de Félix, en réalité, en âme et conscience ou non, ils sont en train de vouloir donner à Kagame et bouffer d'oxygène pour qu'il puisse se redresser. Merci, M. Donassé, de dire très haut et fort ce que d'autres disent tout bas. Alors, ce n'est pas tabou. Très bien, on va évoluer. Alors, nous connaissons aujourd'hui que la partie est de notre pays est en insécurité, bien sûr. Mais en ce moment-ci, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Le dialogue national ou le changement de la Constitution? C'est quoi la priorité? Écoutez, la priorité, c'est ce qui permet de sortir le pays de ses gouffres. C'est ça la priorité. Donc, parce que quand on parle du dialogue, de quel dialogue s'agit-il? Inclusif. Voilà, c'est ça la question. C'est ça l'amalgame. Tous ceux qui soutiennent les dialogues soutiennent en fait la feuille de route établie par la SENCO et le CC. Est-ce que vous savez l'amalgame que cela représente? Quand ils parlent des dialogues, dans le but, n'est-ce pas, de vivre, n'est-ce pas, à paix avec les Rwandais et consorts. Et pourtant, la position du Rwanda est connue. Les Rwandais ne veulent pas la paix de la RDC. Les Rwandais veulent nos terres. Les Rwandais est en train de travailler dans le sens d'enlever nos populations et planter les lèvres, et ainsi de suite. Est-ce que ça, c'est quelqu'un avec qui il faut aller dialoguer? Nous, le dialogue, s'il faut un dialogue, les dialogues intercongolais concernent les peuples congolais. Ouais, ça. Tous ceux qui soutiennent les dialogues s'alignent sur cette feuille de route-là. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? En réalité, c'est une haute trahison. On parle de dialogue entre les Congolais, mais pour ça, il faut aller consulter Kagame. Ils sont allés à Kigali, ils ont consulté Kagame.
Vous pensez que Kagame s'attend à quoi? Ces gens, quand ils sont allés consulter Kagame, ils ont même dit, ces religieux disent que Kagame leur a donné l'argent, ils l'ont dit au effort. C'est qu'ils ne sont pas dans la défense des intérêts de la nation. Non. Ils sont dans un amalgame, ils savent pourquoi ils sont en train de créer ça. Donc ces dialogues-là, le peuple congolais n'en a pas besoin. Donc, on n'en a pas besoin. Alors, s'il faut parler de dialogue, il faut que ce soit quelque chose purement congolais. Le chef de l'État a donné une ligne rouge. Il faut que ceux qui pensent qu'il faut soutenir, il faut aller dans le dialogue, commencent par condamner l'agression. Vous avez vu comment c'était cadre de sauver le Congo. Il est difficile devant Top Congo à prononcer les mots de Kagame ou de Rwanda. Est-ce que ça, c'est vraiment des gens qui sont prêts à défendre la cause les intérêts de la nation? Non. Donc, il y a un amalgame. On n'a pas besoin aujourd'hui de refaire la même chose. On ne peut plus continuer à commettre les mêmes erreurs. Nous devons tirer des leçons et des bonnes leçons pour notre avenir. C'est pourquoi j'insiste que nous sommes à un moment charnière. C'est soit l'avenir de notre nation et nous nous liguons. Même si vous haïssez le chef de l'État, Félix, pour des raisons personnelles, au moins considérez-le par rapport au fait qu'il est le porte-étendard de cette lutte d'affranchissement de notre pays. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a besoin du changement de la Constitution, pas le dialogue. C'est le changement de la Constitution, à mon avis. Les dialogues, oui, mais pas le genre de dialogue là. Parce qu'en politique, les dialogues ne manquent jamais. Les dialogues ne manquent pas, mais pas n'importe quel dialogue. Très bien, pas n'importe quel dialogue, fourre-tout, non, pas du dialogue poison, je l'ai déjà dit plus d'une fois ici. Alors, Joseph Kolpala, il faudrait aussi ajouter aussi que l'opinion publique a quelquefois l'impression de voir que l'UDPS est en train de minimiser un peu l'opposition actuelle, malgré toutes ces pressions que nous voyons, que ce soit de l'opposition armée ou non armée, en train de réclamer essentiellement le dialogue national. On a comme l'impression l'UDPS fait un effort de ne pas céder à ce qui est réclamé du côté de l'opposition, alors que vous aussi vous étiez dans l'opposition et vous faisiez pression et quelquefois le régime passé prêtait quand même oreille à vos recommandations. Mais aujourd'hui ce n'est pas le cas, vous vous attelez à ce qu'il y ait changement de la Constitution alors que l'opposition est contre cela. L'UDPS ne minimise pas l'opposition. La question, c'est que l'opposition prend une mauvaise posture. Je vais vous donner des cas précis. Lorsque il fallait, n'est-ce pas, regarder aux États-Unis d'Amérique à ce qui concerne les deals qui ont combattu cette démarche d'accord minier, sécuritaire, tout ça avec les États-Unis. C'est qui? Il y a un bloc. Le bloc était formé par ceux qui se disent être des opposants, et quelques clergés, et le 1v3 AFC et le Rwanda. Ils ont fait un bloc. On a vu comment ils se sont déployés. Est-ce que vous voulez me dire que le peuple ne voyait pas ça? Est-ce que ça sont des gens qui travaillent pour l'intérêt de la nation? Si jamais il y a une alternance, c'est que ça tombait entre les mains de ces gens. Pendant qu'ils ont déjà fait bloc avec, n'est-ce pas, ces différentes catégories, y compris le 1v3, y compris les Rwandais. Vous savez que c'est comme par le bout de nez que les Rwandais étaient tirés pour aller signer. Ils n'aiment pas ça, c'est pour ça qu'ils continuent. Mais l'opposition s'aligne avec ces gens pour s'opposer à ces deals qui a aujourd'hui redonné à la RDC une considération au niveau international. Il ne faut pas oublier que n'eût été cet accord ici, on ne sait pas ce que la RDC serait devenue. Arriver à arracher cet accord avec les États-Unis signifie déconnecter les Rwandais de ce qu'ils avaient comme relation avec les États-Unis. Est-ce que vous imaginez les niveaux de réussite sur le plan diplomatique, sur le plan stratégique que Félix a mené? Alors, vous avez une opposition qui s'oppose à ça. Est-ce que le peuple qui voit ça, il considère ça comme une opposition qui défend la cause de la nation? Deuxièmement, la même opposition s'aligne avec le même groupe pour soutenir les dialogues selon ces formats nébuleux que la SENCO et les sessions présentées. Vous voyez ça? Tout le monde sait que ça, c'est une feuille de route qui
qui n'a rien à voir avec les intérêts de la nation. C'est une feuille de route qui, en fait, cherche à donner à Kagame, n'est-ce pas, des bouffées d'oxygène. L'opposition soutient cela. Le peuple est en train de voir. Donc, est-ce que c'est l'UDPS qui le pousse à faire ça? C'est l'opposition qui prend des postures qui sont contraires. C'est elle qui rame à contre-courant. Troisièmement, qu'on parle de changement de la Constitution aujourd'hui. Pourquoi est-ce que cette opposition est innée? On n'a jamais vu ces gens aller dans la rue dire « Allez, peuple, mobilisons-nous contre les Rwandais à cause de ce qu'il est en train de faire. » Jamais. Jamais. Mais lorsqu'on veut prendre une position qui consiste à consolider les acquis, qui consiste à garder les lacs que le pays a déjà pris, là de son affranchissement, voilà, l'opposition dit non plus. Quelle est la proposition qu'il présente? Donc, le problème, la difficulté de l'opposition ne vient pas de l'UDPS. C'est l'opposition qui ne sait pas quoi faire. C'est des gens qui... Imaginez-vous, je parlais ici de Sauver le Congo. Vous pensez quelle est la crédibilité de Sauver le Congo devant le peuple congolais lorsque ceux qui se disent les cadres de cette opposition sont incapables de nommer les Rwandais, incapables de nommer n'est-ce pas, Kagame comme agresseur. Est-ce que vous repensez, on dit, le peuple n'est pas dupe, le peuple voit ça, c'est l'opposition qui essaie de s'enterrer à sa manière. Alors, Joseph Kaloupala, je ne sais pas si vous allez me permettre de poser cette question, puisque c'est vraiment une question d'actualité. Très bien. Étant donné que M. Donatien Kani est cadre de l'UDPS, Fédération d'Aru en Ituri. Fédération d'Aru en Ituri, il s'est passé récemment une marche au territoire d'Aru, avec la population accompagnée bien sûr des opérateurs économiques qui réclamaient le départ de l'administrateur policier. En tant qu'honorable, vous êtes ressortissant du territoire d'Aru. Est-ce que vous avez une analyse à faire par rapport à cette question si cruciale, étant donné que vous faites partie de cette fédération? À ce point, je commence par féliciter les autorités de l'état de siège qui, contre Vazema Marais, ont réussi à poser des pas importants pour la stabilisation de l'Ituri. Aujourd'hui, le territoire d'Irumu, s'il n'avait pas seulement les ADEF, c'est un territoire de plus en plus stabilisé. Nzougi est en train de retrouver sa stabilité. Mag, ici de suite, il y a un peu de problèmes plus à Mambasa. Mais le territoire de Aru n'a jamais connu ce problème. Aru, c'est le territoire de référence pour la paix en Ituri depuis que les crises ont commencé en Ituri en 1998. Alors, Aru, c'est une arrière-base stratégique pour l'administration provinciale, y compris pour l'état de siège. À ce sens que c'est le territoire de Aru qui sert d'appui financier important pour le budget de la province. C'est le territoire de Aru qui sert d'appui dans la pacification. Les groupes armés qui se battent, c'est à Aru qu'ils vont se réunir pour se réconcilier. Il y a eu Aru 1, Aru 2. Alors, vous savez, il y a ceux qui ne comprennent pas les enjeux actuels. Je vous ai dit que nous traversons un moment charnière. Maintenant, les autorités doivent travailler dans le sens de sceller le mariage entre la population et l'État. Alors, il y a de ceux qui ne comprennent pas ça, qui sont là pour leur petit ventre. Ils créent des problèmes, ils sont insensibles à la sécurité, bien au contraire, ils en créent dans le sens, n'est-ce pas, de l'affairisme. Et on est engagé dans la vente des terres, on fait des pressions pour arracher des terres des villageois, et les lotissements à cascade, et l'argent en poche, mais la population en a marre. Si la population d'Aru se soulève, c'est une population pacifique. Si se soulève jusqu'à ce niveau-là, c'est qu'il en a marre. Ce que je demande au gouverneur, le lieutenant général Luboya, c'est de faire à Kinshasa un rapport, parce que c'est lui qui gère directement cet administrateur, un rapport qui fasse en sorte qu'il n'y ait pas un défi. Il ne faut pas défier une population pacifique en imposant un administrateur qui est rejeté. Il ne faut pas. Je pense qu'a reçu place l'administrateur assistant. C'était colonel de FARDC. Un homme posé, un homme visiblement bien éduqué, bien formé. Il peut faire le travail. Donc, il est ici question de veiller à ce que la vision des chefs de l'État soit respectée à tous les niveaux. Le mariage entre l'État et la population, c'est une priorité. Ceux qui ne travaillent pas dans ce sens-là, on doit tout simplement les mettre de côté. Les mettre de côté, c'est très important. Merci beaucoup de répondre à toutes nos questions. Nous sommes très très contents ce matin. Nous avons senti que vous
Vous êtes dans la chose, vous êtes dans la chose. Merci beaucoup en tout cas. Mais la dernière question par rapport au point de presse du président d'hier, quelle est votre lecture? Vous avez quand même suivi quelques parties. Quelle est votre lecture dans la globalité des réponses du chef de l'État? Vous savez, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, c'est quelqu'un qui, quand il prend une position, il est dit sans passer par le dos de la cuillère. Ses positions sont claires et nettes sur toutes les questions qui étaient là. Peut-être la question qui vous intéresse, c'est ce qu'il a dit sur le 3e mandat, comme quoi si la population lui accordait ça, il le prendrait. Peut-être ça, parce que... Non, mais c'est à vous, répondez à la question. Et sur toutes ces questions, le chef de l'État a donné les réponses qu'il fallait, les réponses que la population voulait attendre. Je n'ai pas de commentaires à faire. Le chef de l'État était clair sur toutes les questions. C'est ça, Zambage. Nous avons aussi pour vous M. Donatien Kani, qui est de la Fédération d'Arou en Ituri. Cadre de l'UDPS. Cadre de l'UDPS, merci beaucoup de le préciser. Merci beaucoup d'être passé, M. Donatien. C'est à moi de vous remercier pour ces très chaleureux accueils et pour ces beaux cadres. Très très bien. Merci beaucoup également à Olivier Mwanakouba qui était là avec nous pour nous accompagner à recevoir M. Donatien. Merci également à vous. Nous sommes là, notre quête. Hein? Nous sommes télécommandés, nous sommes